Bonjour et bienvenue dans ce 28e Quantum, l'actualité du monde quantique en français et toujours par Fanny Bouton, moi-même et Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Salut Fanny, toujours au poste. Toujours au poste, hein, bah oui, tu m'attends même pour qu'on puisse en parler parce que sinon je crois que tu m'en ferais faire une tous les 2 jours ou au moins toutes Non, les peut-être pas semaines. quand même, hein, il faut Non, bufferiser un comme petit peu l'actualité. tu Le es problème, tellement ah ouais, intarissable. le problème, c'est de faire le tri. En fait, il y a énormément d'actualités qui tombent régulièrement, en tout cas dans les flux d'informations courants. Et bon, bah, faut éditorialiser, hein, faire le tri un petit peu de ce qui Bah semble oui, quand même, important. faut faire un petit peu de curation et de qualitatif. Et Ouais, mais il d'ailleurs, faut croiser, en mea fait, le culpa, problème. Non, mais attends, il faut croiser ce qui est important et ce qu'on comprend et qu'on peut expliquer, parce que des fois, on peut pas tout faire à la fois. c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, donc, on va faire notre mea culpa. On a 2 corrections à faire par rapport à notre dernière émission. C'est une première. Oui, On a eu des pétouilles, on pensait avoir compris et non, pas complètement. Donc le premier, bah, c'est Maud Vinet qui nous a monté une petite correction à faire sur les flying électrons, les petits électrons volants. Donc tu avais évoqué, cela en faisant allusion à une annonce allemande, qui impliquait Infineon, et des travaux réalisés à Grenoble. Et en fait, il fallait distinguer les flying électrons et les shutting électrons, ce qui est une nuance subtile à expliciter. Tu y vas ou? oui, oui, on va essayer d'expliquer ça. Donc, effectivement, c'est une branche un petit peu méconnue je dirais de la physique quantique et des qubits. C'est le fait de faire circuler des électrons d'un endroit à un autre pour en faire quelque chose avec. Et en fait, j'ai mélangé dans l'actualité la dernière fois deux techniques différentes relevant de la circulation des électrons. Donc, il y en a une première qu'on appelle les flying électrons et qui correspond en fait, alors on dirait les électrons volants en français, en traduction littérale, qui correspond aux travaux auxquels je faisais allusion, qui ont été réalisés notamment en France entre l'Institut Néel et le CEA, et l'IRIG au CEA, qui Mmh. fait de la recherche fondamentale. Donc là, ça consiste en fait à utiliser des électrons pour les faire traverser des circuits, en gros, et pour reproduire un petit peu le même mécanisme que les photons qui traversent des circuits et qui permettent de faire du calcul quantique. Alors en général, avec une profondeur de calcul qui est limitée par la taille du circuit, et il y a des techniques logicielles qui permettent de contourner cette limitation. Et donc ça, c'est une technique de calcul. Alors pour l'instant, elle en est vraiment au niveau de la recherche fondamentale. Et, euh, et il y a quelques labos dans le monde qui travaillent là-dessus, notamment les Japonais, 3 ou 4 labos japonais qui sont là-dessus, des labos en France, quelques autres ailleurs. Et bon, c'est vraiment une technique, on va dire, rare pour l'instant, rare et chère. D'ailleurs, ça utilise des électrons qui circulent sur des flux d'électrons. C'est très compliqué. En fait, quand tu essayes de comprendre les papiers scientifiques qui sont parus là-dessus, c'est pas forcément évident. Et puis, il y a une deuxième technique qui sont en fait les électrons navettes, disons les shuttling électrons. Je ne sais pas comment traduire en français d'ailleurs. Et ça, c'est des électrons qu'on va utiliser non pas pour faire du calcul, mais plutôt pour transférer des états quantiques de qubits d'un endroit à l'autre, et plutôt d'ailleurs pour des qubits de type électron. Donc en gros, on a un électron piégé dans un quantum dot à un endroit donné. On veut le faire communiquer avec un quantum dot un peu plus loin. Ben, on va utiliser en fait un électron de transit entre les deux, qui va se balader entre les deux. Et il se trouve que ces techniques-là, elles permettent de contrôler les électrons à l'état unique, hein. On peut contrôler un seul électron et le faire passer d'un endroit à un autre en transportant dans ce qu'on appelle la charge de l'électron l'état quantique du qubit qu'on veut déplacer ou OK. intriqué, et éventuellement intriqué. Alors, c'est des techniques assez pointues. C'est pas au point, disons. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes, hein, l'électron volant et l'électron navette, pour faire simple, qui ont deux usages, mais qui. Alors, Maud, elle ne s'est pas permis de me dire il y a une erreur. J'ai discuté avec elle du sujet, elle m'a fait la remarque en disant oui, en fait, c'est deux choses différentes. Et là, j'ai senti mon erreur et je me suis mis à rougir dans ma tête en me disant merde, je Bah, m'étais Olivier, on trompé. peut faire rougir Olivier Ouais, bah, Zrati. c'est facile, mais je m'étais trompé en mélangeant les deux techniques. Bon, ceci Bon, étant, il n'y a pas écoute, grand monde en France qui connaît les deux techniques. Donc ça va. je pense que tu es tout pardonné et au moins, l'erreur est rectifiée. Et l'autre petite erreur, qui a été, notifiée par, un courrier des lecteurs, donc on a dans les personnes qui nous écoutent et qui sont assez pointues et donc tu as été évidemment checker ces informations. C'était par rapport, au fait que Kilimandjaro s'approvisionnerait, probablement chez Rigetti, IQM, ou d'autres fournisseurs, d'accélérateurs à base de qubits, supraconducteurs pour fournir Abu Dhabi.
et en fait, bah, tu as eu des informations pour corriger, cette info-là. Oui, alors c'est très marrant, comme mécanisme. C'est un contact d'une société française qui s'appelle Placis Bestech, dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, et qui est une société assez extraordinaire. C'est une PME qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, en France, mais qui a une Ouais. caractéristique, c'est que c'est le leader mondial des machines qui servent à fabriquer des composants supraconducteurs. Donc on les trouve partout dans les labos. D'ailleurs, quand j'avais visité début mars le labo du C2N à Palaiseau, là où travaillent Jacqueline Bloch et Pascal Suenlard, qu'on connaît bien toutes les deux, eh bien, j'avais découvert ces machines-là qui servaient à faire du dépôt sous vide de composants et de matériaux, notamment pour faire des composants supraconducteurs. Et donc, leurs clients, c'est toutes les boîtes du monde qui font des qubits supraconducteurs, et il se trouve que l'un de Mmh. leurs clients, c'est Kilimanjaro. Donc, ils m'ont dit, bah, en fait, ils font leur propre qubit. Je dis, ah bon? Et comme j'étais pas trop au courant du détail de l'activité de Kilimanjaro, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais consulté leur site, il n'était pas très explicite, bah, il se trouve que j'ai découvert en allant sur leur site et en voyant ce qu'ils faisaient, qu'effectivement, ces braves gens en Espagne créent un ordinateur quantique à base de qubits supraconducteurs, mais qui est plutôt proche de ce qu'on appelle le recuit quantique ou l'annealer. Donc, en fait, en gros, c'est des D-Wave du pauvre. Du pauvre, je dis, parce qu'ils n'ont pas levé 200 millions de dollars, les cocos. Donc, en Tu vas te fait, faire ils engueuler. font, ils font un ordinateur quantique de type Quantum Annealer, et Mmh. ils fournissent ça à Abu Dhabi. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt pour Abu Dhabi, mais bon, l'intérêt, c'est que ça permet de faire des tests de logiciels à petite échelle, d'optimisation, notamment dans la simulation chimique. Pourquoi pas? D'ailleurs, ce serait l'occasion de parler d'une autre société, tout aussi méconnue en France que Placis Bestech, en tout cas dans notre sphère du numérique, qui est une boîte qui s'appelle Riber, R-I-B-E-R, qui est une autre société, une PME, que j'ai aussi découverte en visitant la salle blanche du C2N à Palaiseau en mars. Et cette société, en fait, elle propose une machine qui permet de faire du dépôt sous vide. Et ce dépôt sous vide, il sert notamment à faire les fameux quantum dots de Candela. OK. Et donc, qui travaille pour le laboratoire de Pascal Suenard. Donc, quand j'ai visité le labo, la principale machine, c'était une machine de Ribert. Et j'ai vu un ingénieur du laboratoire m'expliquer tout le processus et comment il faisait pour déposer 100 couches de semi-conducteurs alternés. J'ai oublié ce que c'était, si c'était l'arsenal de gallium ou autre chose, empilés, pour faire ces fameux quantum dots qui ont été inventés par Pascal Suenard il y a près de 20 ans, quoi. Bon. Alors, on va passer maintenant à l'actu, maintenant qu'on a corrigé, nos bêtises, avec, des annonces et la première, bah, celle de qubits silicium très stables chez les Anglais. Donc des chercheurs anglais ont publié un papier décrivant des qubits de spin d'électrons stables pendant 9 secondes. C'est un record. Par analogie, les qubits supraconducteurs actuels sont stables pendant 100 à 200 microsecondes, soit beaucoup moins. Et Olivier, bah, tu as découvert qu'il se cachait quelque chose derrière cette prouesse. Oui, Quel alors c'est assez marrant parce que tu as un papier donc, dont le principal auteur est John Morton de l'université UCL en Angleterre, et de la Mmh. startup Quantum Motion qu'il a créée. D'ailleurs, je l'avais rencontré 2 fois. J'ai fait un call avec lui en 2019 et il était intervenu à la QCB Mmh. en juin 2019, organisé par Jean-Christophe Goujon de BPI France. Et la BPI, Et, ouais. et voilà, et qui était à l'époque, on faisait des conférences, la belle époque, il y a 2 ans. Et donc son papier, publié dans PRX Quantum, il crie sur tous les toits, ouais, génial, on a des qubits super stables, ils durent 9 secondes. Donc je récupère le papier, j'essaie de voir ce que c'est. Alors effectivement, 9 secondes, c'est vraiment vachement bien, hein. Un ordinateur Bah oui. normal, c'est censé tournir des heures, si ce n'est pas des jours ou des nuits et des semaines et des mois, sans tomber en panne. Mais il se trouve qu'un ordinateur quantique, c'est stable pour faire un calcul donné que très peu de temps. Effectivement, pour du qubit superconducteur, aujourd'hui, c'est entre 100, 200, 300 microsecondes maximum, ce qui fait que ça limite le temps de calcul. Et là, Ouais. 9 secondes, ce qui est vraiment extraordinaire. Alors, je lis le papier et qu'est-ce que je vois dedans? Eh ben, en fait, je vois Maud Vinet et Rebelote, et je vois ses collègues du Leti, donc Louis Vuitton, Benoît Bertrand, Yann-Michel Niquet, qui lui travaille à UGA. Et en fait, je le savais, mais je ne l'avais pas vérifié dans ce papier. Je savais que le Leti fournit en fait les wafers de silicium qui servent Mmh. à Quantum Machine pour faire ses expériences. Et alors, il y a une raison à tout cela, c'est que l'équipe de John Norton en Angleterre et l'équipe de Grenoble, en fait, ils font partie d'un réseau de chercheurs sur les qubits de silicium et qui a été fédéré il y a un peu moins d'1 an, à peu près, en mars 2020,
dans le Mmh. cadre d'un projet du flagship européen quantique qui s'appelle QLSI, qui fédère en fait toute la recherche fondamentale. Je crois qu'il y a 19 labos dedans qui font de la recherche sur le silicium. Donc en fait, ça fait longtemps que les Anglais travaillaient avec les Français et d'autres pays. Il y a des Allemands, des Hollandais là-dedans. Et donc, c'est la matérialisation d'un partenariat qui a été finalement consolidé par ce projet européen, qui est quand même un projet à 14 millions et demi d'euros, je crois, dont à peu près 3 sont arrivés dans les équipes de Grenoble. Donc, voilà, ça fait partie d'un ensemble. Alors, ce qui est rigolo, c'est le nationalisme, parce que la communication des Anglais, c'est vraiment les Anglais tout seuls. Les Anglais, quand ils parlent de cette expérience-là, ne parlent pas du tout des Français. Alors, je pense que les Français vont, si le CEA se met à communiquer là-dessus, ils vont peut-être rappeler qu'ils étaient dedans, quoi. Voilà. Non, j'aime bien trouver des trucs comme ça. Mais tu sais, en fait, c'est assez marrant parce que quand tu prends l'habitude de, de baigner dans le monde du quantique, tu prends l'habitude, quand tu vois un papier arriver, de regarder tous les auteurs. Souvent, il y en a Mmh. 25. Hein. Donc, tu regardes tous les noms. Et petit à petit, quand tu te fais aux noms les plus connus dans la physique quantique et dans le calcul quantique, bah, tu recouvres des noms que tu connais. Alors, évidemment, quand c'est Maudevinet, c'est facile, mais parfois tu dis, tiens, mais lui, il vient d'où? Elle, il vient d'où? De quel labo? Pourquoi ils bossent ensemble? Tu as un vrai réseau, en fait. Tu as un vrai réseau de chercheurs mondial qui mérite d'être découvert, quoi. Donc voilà, il fallait rendre à César le wafer à César. Donc le wafer venait du Leti. Bon, alors on va traverser, les océans, la mer et on va aller de l'autre côté de la planète. Le retour des Japonais, dans le monde du quantique, cela arriverait-il? On se rappelle que les premiers qubits supraconducteurs, fonctionnels ont été inventés par un Japonais, Yasunobu Nakamura en 99, mais depuis, il n'y avait pas d'entreprise sur ce créneau-là au Japon. Et ça pourrait changer parce que Fujitsu annonce vouloir créer un ordinateur quantique de 1000 qubits supraconducteur. Tu m'en dis plus? Bah oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on a fait un décode quantum avec Michel Devoret, il nous a raconté cette histoire. Comme quoi, en fait, au départ, il y avait eu de la recherche dès le début des années 80 sur les qubits supra, avec Anthony Leggett notamment, qui avait identifié des propriétés de la matière dans les portes Josephson permettant de faire des qubits. Puis le CEA en 97 avec l'équipe Quantronic dont il faisait partie avec Daniel Estève a été la première à commencer à mettre la main sur des qubits. Et puis en fait, c'est les Japonais qui ont damé le pion au CEA qui en 99 a créé des qubits fonctionnels. Et puis Mhm. les Américains ont pris le relais, et puis après le CEA a pris le relais, a créé des qubits intriqués, etc. Donc ce qui était intriguant dans l'histoire, c'était que les Japonais, bah, ils n'en ont pas fait grand-chose, en tout cas de visible, puisque les 3 principaux acteurs des qubits supraconducteurs aujourd'hui, c'est IBM, c'est Mhm. Google et puis Rigetti, sans compter Amazon qui se lance, et puis en France, Alice and Bob, ou en Finlande, IQM. Donc finalement, tous les acteurs industriels du sujet sont occidentaux et pas japonais. Et là, tout d'un coup, Fujitsu se réveille en disant, ah bah tiens, je vais me faire mon ordinateur quantique avec des qubits supra. Alors évidemment, en liaison avec les laboratoires de recherche fondamentale japonais. Et c'est intéressant parce que Fujitsu, c'est pas son premier coup dans le quantique. En fait, Fujitsu, on avait découvert ça, je crois, ensemble il y a 3 ans quand on avait démarré. Ils avaient lancé ce qu'on appelle un digital annealer. Alors, Mhm. traduit en français, c'est une machine qui utilise des composants silicium classiques, hein, une machine, on va dire, traditionnelle, qui utilise des processeurs standards, mais enfin standards sur mesure, et qui met en œuvre du recuit quantique, du recuit non quantique, en fait, pour mettre en œuvre des algorithmes d'optimisation tels que ceux qu'on fait tourner sur du D-Wave. Donc, ils avaient une expérience, on va dire, logicielle sur ce type d'algorithme-là. Et ils se sont dit, bon, bah, ils vont travailler avec des labos. Alors, ils travaillent avec le centre de recherche RIKEN, qui est, je ne sais pas plus ou moins si c'est plus ou moins l'équivalent du CNRS ou du CEA au Japon. Et Mhm. alors, ce qui est assez marrant dans l'annonce, c'est 1000 qubits. 1000 qubits, c'est un peu un chiffre magique parce que On en avait parlé des chiffres magiques dans le ouais, ouais, quantique, c'est un hein. chiffre magique parce qu'il y a 2 chiffres magiques qui reviennent souvent, enfin 3. Il y a 100, 1000 et 1 million Mm. dans les qubits, dans les objectifs d'IBM, de Google, de Psyquantum et de quelques autres qu'on a pu voir. Alors, à quoi ils correspondent? Quand tu as une société qui dit je veux obtenir 100 qubits, souvent c'est 100 qubits logiques de qualité pour faire du calcul quantique avec une vraie suprématie quantique. Mais en général, ces 100 qubits physiques reposent sur 1 million de qubits. Je me le refais dans le bon ordre. 100 qubits logiques reposent sur 1 million de qubits physiques. Physique. Alors, quand tu as une annonce qui est à 1000, c'est un peu entre les deux. Parce qu'avec 1000 qubits physiques supraconducteurs, tu ne fais pas un qubit logique, puisqu'il en faut 10 000.
Donc en fait, 1000, qui correspond d'ailleurs à l'annonce qu'IBM a faite en septembre dernier, ils avaient annoncé qu'ils feraient 1121 qubits en 2023, IBM. On verra d'ailleurs tout à l'heure une autre actu les concernant. Et donc, ces 1000 qubits, c'est en gros la limite de ce qu'on appelle le NISQ, c'est-à-dire que c'est la limite haute du calcul avec des qubits bruyants que les constructeurs imaginent. Alors, c'est bien gentil de faire 1000 qubits supraconducteurs bruyants, mais enfin, aujourd'hui, on n'arrive pas à en faire plus d'une vingtaine opérationnels, hein, parce que même IBM, si tu veux, qu'il y en a 65 dans le Ouais. cloud, les 65 qu'ils ont sont tellement bruyants que tu ne peux pas vraiment en utiliser plus qu'une quinzaine à une vingtaine pour faire des calculs corrects, quoi. Donc 1000, il faut voir. Pareil pour IBM en 2023, quoi. Donc, Bon. mais c'est bien, ça fait de la concurrence et ça permet de voir ce que les Japonais vont nous inventer en parallèle avec les autres, quoi. Bon, donc et justement, IBM, est-ce qu'ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou en tout cas, avant d'avoir vu, la maman de l'ours Ah ben, je pense qu'ils ou n'ont la pas vu famille l'arrière-grand-mère, ours là. Ouais, ouais. ou ils n'ont pas encore vu, bon, en tout cas, ils signent carrément un deal avec la clinique de Cleveland, un contrat de 10 ans avec à la clé le fameux ordinateur quantique à 1000 qubits. Heu, Tu nous commandes ça? Bah, alors ça fait partie des, comment dire, des effets de bord du marché, on va dire. C'est parce que franchement, arriver à faire un deal de 10 ans sur une machine qui est pas près d'exister, qui n'existe pas encore, qui est à la limite de la limite de la limite de ce qu'on peut imaginer faire avec la technologie qu'IBM a choisie, donc les qubits supraconducteurs, c'est quand Mmh, même gonflé. Moi, je me rappelle, alors, parce que j'ai 10 ans de plus que toi et quelques, je me rappelle que quand je débutais, avant d'être chez Microsoft, hein, on parlait beaucoup de vaporware. Tu sais, c'était l'époque où les éditeurs de logiciels du monde du PC, voire du Mac, avaient tendance à préannoncer des logiciels. C'était le cas de Windows d'ailleurs en 83, mais bien avant qu'ils soient réellement disponibles. Donc, on parlait de vaporware, donc c'est-à-dire du logiciel annoncé, mais pas disponible. Bah, je ne sais pas quel mot il faut qu'on invente sur le quantum vaporware, mais là, on est vraiment dedans, quoi. c'est un peu l'écran de fumée du on vous C'est fait un truc, incroyable, quoi. Les mecs, ils arrivent à signer ça. on vous Alors, fait des effets spéciaux et non, mais voilà, c'est le nuage de fumée de taré, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, IBM, ils signent un truc de 10 ans. Alors, ils disent, en attendant les 1000 qubits qui vont arriver peut-être en 2023, enfin, au moins, ils se donnent 10 ans pour le livrer. Ils promettent 2023, mais il peut y avoir du retard. J'ose pas imaginer les juristes qui ont fait le contrat, hein. Mais en gros, ils disent aux clients, bah, vous pourrez utiliser les qubits dans le cloud qui vont jusqu'à 65 aujourd'hui, qui sont censés atteindre 100, je ne sais plus combien, 121 ou quelque chose comme ça cette année, et ouais. puis 413 l'année suivante, et puis 1121 l'année d'après en 2023. Bon, c'est un peu de la fumette quand même. Tout ça, c'est pour faire de la santé, hein. C'est pour faire des simulations moléculaires, ce qui est très bien, hein. Mais c'est une Mais super belle histoire si ça marche, mais c'est vrai que là, ils y bah, vont en pas avec fait, le dos de la cuillère, quoi. je ne vois pas un Pascal en France ou même un Psyquantum signer un contrat de 10 ans avec une entreprise sur un truc qui n'existe pas, quoi. C'est quand même. Bah, il s'appelle pas IBM, c'est tout. Bah, il s'appelle IBM, C'est voilà. À enfin, mon avis, il y avait un bon commercial dans l'histoire. Mais en fait, ça profite à tout le monde, cette histoire, parce que ça fait croire aux gens qu'IBM est prêt et ça donne l'impression au client qu'il va être le premier à avoir un truc super, quoi. Donc finalement, tu peux, à partir d'un truc qui n'est pas forcément crédible, faire plaisir à deux entités qui signent un contrat sur un pot de chagrin, quoi. Bon, ouais, alors, quoi, nos bon, amis le d'IBM qui nous retour de écoutent vont peut-être flamme, trouver. peut être un peu triste quand Ouais, même. mais nos amis d'IBM qui nous écoutent ont trouvé que je suis un peu dur, Ouais. mais quand même, c'est un contrat qui fait un peu doucement rigoler, quoi. C'est un peu too much, quoi. On attend le Ouais. retour de Georges pour nous taper Georges, dessus un il y peu. a Olivier S aussi, qui est à Montpellier, Ouais, Xavier Vasquez. Ouais, il y a toute une équipe en France ouais. qui est. J'imagine que cette équipe-là, maintenant, il doit avoir la pression pour signer un deal du même genre avec l'INSERM ou je sais pas. Genre, je vois pas l'INSERM signer un deal de 10 ans avec IBM pour un truc qui n'existe pas. Franchement, je, je sens moins bien, quoi. Bon. Bon alors dans la série, Les petits génies, ces petits jeunes du quantique, parce que c'est ça qui est bien, c'est comme c'est une nouvelle, ruée vers l'or, vers un truc où il y a encore plein de gens qui n'y connaissent rien, qu'il y a plein de trucs à découvrir et ben, de temps en temps, c'est un petit jeune qui découvre un nouveau truc et donc là, c'est, un étudiant basé en Australie qui a trouvé un système de code de correction d'erreurs révolutionnaire. Donc il s'appelle Pablo Bonilla Ataides, je suppose, de l'université de Sydney. Il a tout juste 21 ans et il a bien évidemment été repéré par Amazon et l'université de Yale. Donc tu peux nous détailler un petit peu ce qu'il a inventé, hein?
Oui ou pas, j'ai rien compris. Si, j'ai à peu près compris, mais c'est pas évident. Ah, une Non, variante mais du ce qui est code de assez marrant, correction d'erreur, ça tu sais. alors voilà, le gars, il a inventé une variante de code de correction d'erreur qu'on appelle les surface codes. Donc, c'est une variante de surface code qui permettrait de réduire le nombre de ces fameux qubits physiques dont on a besoin pour faire un qubit Pour faire logique le qubit corrigé. logique. Donc, Ça, je le sais ratio, bah oui, tu connais le ratio de 1 à 10 000 que j'évoquais tout à l'heure là, exactement. pour le fameux million de qubits. Bah, lui, ce qu'il propose, c'est sans changer la nature des qubits, hein, comme le fait Alice and Bob avec les 4 qubits, c'est Mhm. de proposer une technique qui permettrait de faire de la réduction de ce nombre de qubits. Le problème, c'est que le papier est complètement imbitable. Alors, la technique s'appelle le XZZX surface code. Alors, pour ceux qui connaissent le surface C'est code, oui, classe. ah bah c'est classe, c'est bien pour le Scrabble et tout. Donc, XZZX, alors XZ, c'est des portes en fait, hein. X et Z, c'est des portes qui font des rotations sur la sphère de bloc, sur l'axe X et l'axe Z, comme leur nom l'indique. Et en enchaînant ces rotations dans une topologie bien particulière, il arrive à faire un code de surface qui est censé corriger notamment mieux les erreurs de phase dans les qubits, qui sont plus dures à corriger que les erreurs d'amplitude. Mhm. Bon, mais franchement, ce qui m'a fait marrer, si tu veux, c'est que quand j'ai vu les posts sur Facebook et LinkedIn annoncer cet article-là, tout le monde, évidemment, s'est bobissé en disant c'est un génie, mais le problème, c'est que les gens qui relaient ça sont, je pense, en moyenne, incapables de comprendre de quoi il s'agit. Donc finalement, on trouve que c'est génial, mais comme on ne peut pas vérifier que c'est vrai, il n'y a pas de machine pour le vérifier. Dans le papier, il n'y a pas vraiment de tableau qui t'indique de manière claire le nombre de qubits physiques qu'il faudrait pour faire un qubit logique, mais finalement, tu crois sur la bonne bouille du mec, c'est probablement un génie, mais bon, voilà, mais tu peux rien vérifier. Donc, on est dans un monde un peu particulier ici, qui est un monde où, oui, il faut faire confiance. C'est paru dans Nature hein, quand même, hein, c'est pas paru n'importe Mhm. où. Hein. Même si parfois dans Nature, on retire certains papiers, mais Oui, et bon. puis bon, si il est quand même regardé par Amazon et l'université de Yale, donc il doit y avoir un petit truc qui titille quand même, qui doit pas être inintéressant, en tout cas qui mérite d'être testé, hein. Ah, oui, 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 tout à fait. Alors, pourquoi Amazon et Yale? Il faut voir comment ils sont liés, Amazon et Yale. Hein. Mhm. Amazon, on l'a dû le couvrir il y a quelques épisodes, ils travaillent sur des 4 qubits, donc une technologie voisine de celle d'Alice and Bob en France, pour faire Les fameux qubits de chat. voilà, les qubits de chat, qui sont un mélange de photons micro-ondes avec un qubit transmon supraconducteur qui permet de lire l'état de cette espèce de qubit. Et l'intérêt de ces qubits de chat, c'est qu'ils permettent d'avoir un nombre de qubits physiques assez réduit par rapport au nombre de qubits logiques. Donc, typiquement, c'est un ratio de moins de 1 à 100, d'après nos amis Théo Perronin et Raphaël Lescane. Donc, si en plus de Vérifiez bien. ça, le surface code de ce petit génie permet de réduire encore plus le ratio, peut-être que ça va tomber à 1 à 40, à 1 à 50, je ne sais pas, Ouais, mais ouais, c'est intéressant. ça Non, mais pourrait c'est être des ordres vachement de grandeur intéressant. pas inintéressants. Alors, il faudrait Mm. peut-être qu'on réinterroge Xavier Vintal pour parler de ce truc-là. Dans 6 mois, Dans laissons le 6 temps mois, aux voilà. choses Ouais, de ouais. se faire. Ouais, ouais, il faut décanter, quoi. Voilà. Voilà. Pas trop de négatifs toutes les semaines, s'il te Mais non, plaît. mais c'est pas du négatif, là. C'est un truc Non, intéressant. C'est Ah, Xavier, je parle de Xavier. Xavier. Oui, Xavier, d'accord. Ah, Sinon, il va encore tout mais... nous péter. Ouais, mais Bon, Xavier, c'est le roi du fact-checking pour nous. Hein. c'est vrai. C'est intéressant de ce point de vue-là. Bon. Voilà. Allez, dernière actu qu'on va traiter ce soir. Nvidia se lance dans le quantique. Sont-ils nous faire du gaming? Non, je rigole. Dans des annonces récentes, ils ont annoncé se lancer dans le quantique, mais qu'est-ce qu'ils vont faire justement si c'est pas du jeu vidéo et de l'accélération de jeux vidéo? Ils vont créer un ordinateur quantique, tu crois? Bah non. En fait, Bah alors? ils font pas que des jeux vidéo, Nvidia, hein, faut pas oublier quand même. Hein. Non, Nvidia, je ils font sais. aussi des processeurs qui servent à faire à la fois de l'entraînement de réseaux de neurones et de l'inférence sur les serveurs Bien sûr, et je sur sais. les objets. Tu connais bien ça. Et Je sais donc, parce on a quelques trucs de chez eux là où je travaille voilà, actuellement. d'accord. Donc, Bah ouais. bah, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est une bibliothèque logicielle qui a un petit nom rigolo. Ça fait Q-Quantum. Après les qubits, hein, voilà, on a tous les jeux de mots à la con. Et donc, le Q-Quantum SDK, ça permet de développer des logiciels d'émulation de code quantique qui vont tourner sur les fameux GP-GPU de NVIDIA, qui sont ces processeurs alors, qui s'appellent V100 Volta ou A100 Ampère, Mhm. génération 2017 ou génération 2020, et qui habituellement servent à faire du calcul scientifique dans les data centers, notamment dans les supercalculateurs comme ceux qu'on a en France au GNC, Ouais. ou bien dans des serveurs dans les data centers pour faire de l'IA de volume. Hein. Et donc, sur ces machines-là et sur ces processeurs-là,
on va pouvoir profiter d'un SDK qui profite en fait de la gestion de matrice qui est optimisée dans ce système-là. Et il faut savoir que quand on fait de l'émulation de calcul quantique, on gère des vecteurs et des matrices. Ça tombe bien, c'est le rôle de ces processeurs-là. Donc, d'ailleurs, Atos avait mis à jour son émulateur quantique, la machine AQML, pour intégrer des processeurs NVIDIA, et ils avaient fait une annonce de ce type-là, je ne sais plus, au milieu de l'année 2020. Donc, si ça se trouve, Atos va peut-être utiliser ces API, à moins qu'ils utilisent les leurs qui tapent directement à bas niveau sur le processeur. En tout cas, voilà. Bon, c'est une API qui est faite pour de l'émulation, et ça me permet d'ailleurs de faire un point de sémantique très important que j'aime bien répéter. Et avec Alain Aspect, on est très à cheval là-dessus. L'émulation, c'est quand tu fais tourner un algorithme quantique sur une machine classique, mais évidemment plus lentement que sur un ordinateur quantique, en tout cas beaucoup plus lentement si tu dépasses une quarantaine de qubits, parce que tu es contraint aussi par la mémoire. Et la simulation quantique, ce n'est pas la même chose. C'est l'usage d'un ordinateur, enfin disons d'une machine quantique qui utilise des qubits qui sont reliés entre eux via des poids et des mesures, enfin des poids qui les relient entre eux, et qui permet de faire de la recherche de minimum énergétique, on va dire, de la relation entre les qubits. Et c'est le cas de la société Pascal avec ses qubits à atomes froids. Et donc, un simulateur quantique est une machine quantique, mais qu'on n'appelle pas ordinateur quantique. Et un émulateur quantique, c'est une machine classique qui émule du code quantique. Et pourquoi on dit que ce n'est pas un ordinateur quantique, le simulateur quantique? Parce qu'il ne fait pas des calculs au sens classique du terme, il n'est pas programmable. C'est-à-dire qu'en fait, on l'initialise avec des états qui relient les atomes froids entre eux, en l'occurrence pour Pascal, et il va automatiquement trouver un minimum énergétique qui permet de résoudre des problèmes de complexité ou des problèmes de recherche de minimum. Et ça couvre d'ailleurs 70% des algorithmes dont on a besoin dans le cadre du quantique. Voilà, le petit point de sémantique est quand même utile pour Bien, bien, monsieur, on va réviser. mettre les points sur les i. Ouais, on n'a pas fini, hein. Je suis en train de mettre à jour mon bouquin. Je peux te dire que je fais la sémantique tous les jours là-dessus. Ouais, et en plus, tu es en train de nous le faire en anglais, c'est magnifique. Ah bah oui, tu fais un spoil là, on l'avait pas annoncé, il me J'ai semble. spoilé, c'est pas grave. Donc On j'annonce, parle à un animal français donc on qui ne le lira annonce. jamais en anglais. Ils n'ont pas, même pas fini en français, je Alors suis ceux qui sûre. l'ont pas fini en français, tant pis pour eux. Oui, parce que je travaille depuis 2 mois sur l'édition anglaise de mon bouquin Comprendre l'informatique quantique. Et je peux même dévoiler le titre. Ça sera Understanding Quantum Technologies, parce qu'en fait, comme je parle du calcul, mais aussi de la métrologie et des télécoms et de la crypto, autant élargir le titre. Je le fais en anglais, donc je vais enlever pas mal de choses qui étaient un peu trop spécifiques à l'humour français, et enfin l'humour plus ou moins bien placé, ou aux caractéristiques du marché français. Et j'en profite évidemment pour l'approfondir sur pas mal de sujets. Et pour la petite histoire, le domaine qui m'occupe beaucoup en ce moment, enfin, ils m'occupent tous en parallèle, mais l'un des domaines qui m'occupe beaucoup, c'est d'arriver à mieux comprendre comment on crée un algorithme quantique et comment ça marche vraiment en détail. Et c'est pas simple, hein, il faut se cogner le truc. Donc, heureusement, il y a des gens comme Vivien Long de chez Microsoft ou d'autres qui font des belles vidéos là, pour expliquer ça, ou les gens d'IBM. Mais il y a un énorme travail de vulgarisation pour expliquer ce qui se passe dans ces petits qubits et ces registres de qubits entre l'intrication, la superposition, les oracles et autres gestions de phases et autres transformés de Fourier pour comprendre comment ça marche. Donc, c'est mon boulot en ce moment d'améliorer cette pédagogie. Voilà. Bon, eh ben, écoute, c'est très bien. Et je suis sûre qu'on en parlera quand tu auras fini, mais tu as encore Mais je pense que quelques tu entendras semaines ou parler au mois fur et à avant. mesure. Au fur et à mesure. Parce que tu Sans me vois me faire des hauts et des sans A. compter tes tentatives d'automatiser la traduction avec, Ah bah, malheureusement, la traduction, ça ne s'automatise pas, hein. ah Il y ouais, a surtout des, sur du vocabulaire aussi pointu, c'est pas facile. ouais, c'est pas qu'une question de Ouais. vocabulaire. Le vocabulaire, ça se traduit à peu près correctement. Ce qui est difficile à faire traduire par des systèmes automatiques, c'est les idiomatismes. C'est-à-dire parler vraiment comme des Américains. Alors, je ne suis pas anglophone natif, mais je connais quand même quelques idiomatismes dans l'anglais et dans l'américain que tu ne retrouves pas dans les systèmes de traduction automatique. Donc, tu es obligé de tout réécrire de toute façon. Donc, j'ai passé, là, ça fait peut-être 1 mois et demi que je réécris un truc plus ou moins généré par de la traduction automatique parce que c'est pas possible autrement, quoi. Sinon, tu fais un truc qui est pourri, quoi. Enfin, qui est pas beau, quoi. Bah, Voilà. Et puis, de toute évidemment. façon, quand tu te relis, tu trouves des erreurs, tu as envie de dire les choses différemment. Tu as des biais culturels très différents. L'anglais t'oblige à penser, à t'exprimer différemment que le français. Voilà. Tout à fait. Un jour, on fera Carrément. peut-être des podcasts en anglais. Tu verras, ça sera très différent.
Yes, of course, with a wonderful accent. No problem. Bon, écoute, en attendant, moi, la moitié de cette émission, j'ai vu des micro-ondes voler avec des petits chats passer par-dessus. Ils étaient roses ou bleus? Désolée. Bah, écoute, ils étaient plutôt de lumineux, photoniques. Et ben, merci Olivier. On se retrouve, d'ici quelques semaines pour, l'actualité du mois de mai. Là, c'était celui d'avril. On vous remercie de nous avoir suivis et puis, bah, d'ici là, commencez à profiter du soleil, à vos fenêtres puisqu'on n'a toujours pas trop le droit de sortir, ou presque. Oui, mais il y aura des codes quantum entre les 2. C'est vrai. Les entretiens. Allez, au revoir. Elle craque, elle va craquer. Oui, j'en peux plus. Allez, Bonne soirée, au revoir. bonne soirée.